Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve donc pour la conférence du dernier mardi du mois et on a le plaisir d'accueillir Charline Kiefer qui va donc nous parler du métier de drug designer ou globalement la conception de médicaments pour les nuls et je pense que ça va nous être à tous extrêmement utile. Hop. Alors, juste en 10 secondes, je vous rappelle que ce sont les derniers mardis du mois qui sont dans le cadre de la FHU Respire, dont vraiment les objectifs sont de renforcer nos liens entre nous pour améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée prenant en compte à la fois l'hôte, l'environnement et les pathogènes. Et forcément, quand on parle d'améliorer la santé respiratoire, on pense entre autres à la prise en charge thérapeutique, d'où l'intérêt, on va voir, justement de la conception des médicaments. Donc, il y a de très nombreux partenaires dans le cadre de cette FHU. Et donc, cette conférence, comme toutes les deux, s'inscrit en fait dans une lignée de conférences qui ont lieu tous les derniers mardis du mois et qui ont pour objet de nous présenter un sujet qu'on ne connaît pas, par exemple comme là, la conception de médicaments, mais aussi des projets, des avancées, des outils, des technologies. Donc, on n'a pas encore le titre de la prochaine conférence du dernier mardi du mois, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura une. Et donc, on ne manquera pas de vous tenir au courant. N'hésitez pas non plus si vous avez des souhaits d'intervention, soit par vous-même, soit par des collaborateurs ou des envies particulières, de nous soumettre. Vous voyez, il reste quelques trous sur le programme. Et donc, je laisse maintenant la parole à Charline Kiefer pour nous parler de la conception du médicament, en tout cas du métier de drug designer. Et je vais arrêter le partage pour la laisser faire. Vous avez mis le partage? Ouais, c'est bon. Oui, donc bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran à moi? Oui, je pense que c'est le vôtre qu'on voit, tout à fait. Voilà. Donc effectivement, le titre de la conférence, c'est le métier de drug designer. Alors, j'avais laissé 2 titres, la conception de médicaments pour les nuls, par analogie aux ouvrages qui portent ce type de nom, hein. Je ne prétends pas parler à des nuls aujourd'hui, bien évidemment. Oui, mais on a peut-être quelques bases, mais on a besoin de beaucoup, enfin voilà, d'apprendre beaucoup. D'accord. Donc, je peux y aller? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, moi, je suis pharmacien de formation et maître de conférences en chimie thérapeutique. Donc, j'exerce mes activités à Caen, donc, qui possède l'une des plus belles mairies de France, donc que vous voyez sur la diapositive. Et pour mes activités d'enseignement, donc, je suis rattachée à l'UFR Santé, donc j'enseigne principalement aux étudiants en pharmacie. Et pour mes activités de recherche, eh bien, j'appartiens au Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, donc que vous voyez apparaître en bas de votre écran. Le ciel aujourd'hui ressemble à peu près à ça. Et puis, donc, nous allons en franchir la porte ensemble aujourd'hui. Donc, voici l'organisation de notre laboratoire. Donc, notre directeur, c'est le professeur Christophe Rocher. Et on est une seule équipe et notre but, c'est la conception de médicaments. Et puis, au sein de cette équipe, on est divisé en 4 groupes en fonction de nos expertises. Et moi, j'appartiens au groupe chimie thérapeutique. Alors, ce qui ne veut pas dire que je n'interagis pas avec les autres groupes de mon équipe. Et puis, donc, on a un site internet que vous voyez apparaître en bas, que vous pouvez consulter si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le laboratoire. Donc, si on rentre dans le vif du sujet et qu'on s'intéresse à la conception des médicaments, donc quelques mots rapides d'historique. Donc, avant la moitié du 19e siècle, les médicaments étaient assimilés à des potions magiques, malgré les efforts de plusieurs chercheurs, dont Paracels dès le XVIe siècle, pour tenter d'isoler les principes actifs de ce qu'on appelait la materia medica. Et puis donc à partir des années 1800, notamment en 1805, la morphine est isolée du pavot et ça inaugure la démarche d'isoler les principes actifs séparément des drogues naturelles qui les contenaient. Donc voici une image de pavot et puis voici la structure de la morphine qui a été extraite de ce pavot.
Et puis, au cours du XXe siècle, on a les progrès de la chimie qui va s'amuser, entre guillemets, à reproduire, simplifier, diversifier la structure de ces principes actifs, donc en les modulant pour conserver, voire améliorer, dans les cas idéaux, leurs effets thérapeutiques. Et puis, des fois, on va s'affranchir totalement du modèle naturel en proposant des molécules entièrement synthétiques. Alors, souvent, les propriétés biologiques des molécules ont été découvertes par hasard. Et puis, au fur et à mesure des progrès de la biologie et de la médecine, on a maintenant une meilleure connaissance des causes moléculaires des maladies et on a découvert des cibles biologiques potentielles pour des molécules à visée thérapeutique, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'action thérapeutique des médicaments, elle s'explique par leurs interactions avec les cibles biologiques. Les médecins et les pharmaciens sont plus des panoramix. Et la chimie thérapeutique, qu'on appelle aussi pharmacochimie, s'efforce d'expliquer ça au niveau moléculaire. Donc, aujourd'hui, le drug design se fonde sur la connaissance des relations entre la structure de la molécule et l'activité qu'elles vont avoir. Cette activité, c'est ce qu'on appelle le drug design, design de médicaments. Alors, drug en anglais, ça veut dire médicament, qu'on appelle aussi drug discovery, découverte de médicaments. Alors, je m'excuse tout de suite, la langue utilisée couramment en sciences, c'est l'anglais. Donc, il y a beaucoup d'anglicismes dans ma présentation que je vais m'efforcer de traduire pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, drug design, c'est le design de médicaments qu'on peut traduire en français par conception de médicaments et dont une des définitions qu'on pourrait donner serait la découverte raisonnée de principes actifs à visée thérapeutique. Donc, sur ce schéma en vert, on voit apparaître le processus qui conduit à la découverte d'un médicament et on voit que c'est un processus qui est découpé en 4 phases. Et sous chaque phase, il y a des mots encadrés en vert qui correspondent au nom qu'on va donner à la molécule au cours de ses développements. Par exemple, en phase de recherche, au début, on va avoir des hits, puis à la fin de cette phase de recherche, on va parler de lead. Quand on sera dans la 3e phase des essais cliniques, on en reparlera plus tard, on parlera de candidats médicaments. Et puis, une fois que la molécule est sur le marché, on parle de médicaments au sens strict du terme tel qu'on le connaît. Donc, ce processus, il se découpe en 4 phases. C'est un processus qui est long. Quand tout va bien, ça prend une quinzaine d'années. Ça peut prendre beaucoup plus. Et en début de processus, on a environ 10 000 composés, mais ça peut être beaucoup plus. Ça peut aller à 100 000, voire 1 million de composés pour, à la fin, obtenir un médicament commercialisé. Donc, un processus qui est long et qui coûte beaucoup d'argent. Ces 4 phases, on estime que ça coûte entre 800 et 1 million de dollars. Donc, quelque chose qui est long et qui coûte cher. Et puis le drug design, donc la conception de médicaments, ça fait partie de la phase de recherche, donc la toute première, celle qui est tout en amont du processus. Et c'est de cette phase de recherche qu'on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Donc voici les étapes qui permettent de décomposer cette phase de recherche. Donc il y en a 6 et puis la 7e qui fait le lien avec le reste. Et on va les aborder successivement ensemble. Donc tout d'abord, quand on veut découvrir un médicament, la première chose à faire, c'est choisir une maladie à laquelle on veut s'attaquer. Donc vous avez tous évidemment une idée de ce qu'est une maladie, donc qu'on peut définir de manière très générale comme un dérèglement cellulaire, alors que ce soit un neurone ou une autre cellule. Donc, une cellule d'un organisme humain. Et ça peut être aussi une infection, donc un virus ou une bactérie, par exemple. Et puis, on va espérer corriger cette maladie avec un principe actif thérapeutique, donc un médicament, qui va être capable d'interagir avec une cible impliquée dans le dérèglement. Très souvent, pour illustrer ceci, on utilise l'image de la clé dans la serrure, avec la cible qui est la serrure
et la molécule, le principe actif, qui va être la clé. C'est une image que j'utiliserai beaucoup dans ma présentation. Et donc, le principe actif va être là pour verrouiller ou déverrouiller la cellule en fonction de la maladie, enfin, verrouiller ou déverrouiller la cible, pardon, en fonction de la maladie considérée. Alors, comment on va choisir la maladie à laquelle on choisit de s'attaquer? Donc, idéalement, on va choisir une maladie qui exige la mise au point de nouveaux médicaments ou de médicaments plus performants. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, à l'heure actuelle, il n'y a aucune molécule qui existe qui permet de traiter la maladie. Donc, ça paraît pertinent de vouloir étudier la maladie d'Alzheimer pour avoir des nouveaux médicaments pour traiter Alzheimer. À l'inverse, si je prends l'exemple de l'hypertension artérielle, à l'heure actuelle, sur le marché, on a déjà tout un arsenal thérapeutique qui permet de traiter correctement l'hypertension artérielle. Donc, à l'heure actuelle, ça semble moins pertinent de chercher un nouveau médicament qui permettrait de traiter l'hypertension artérielle. Après, c'est pas toujours aussi simple, à savoir qu'il y a des maladies qui sont plus faciles à étudier que d'autres. Si je reprends l'exemple de la maladie d'Alzheimer, d'un point de vue physiopathologique, c'est une maladie dont on ne connaît pas complètement le fonctionnement à l'heure actuelle. On a des pistes, hein, bien sûr, mais on n'est pas encore actuellement capable d'expliquer tout ce qui se passe pour conduire à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est plus difficile de chercher un médicament contre une maladie dont on ne maîtrise pas encore tous les paramètres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des facteurs économiques qui sont pris en compte par l'industrie pharmaceutique. Vous l'avez vu, ce processus, il prend du temps et il prend de l'argent. Donc, on peut comprendre que l'industrie pharmaceutique soit un peu frileuse à investir de l'argent, par exemple, pour trouver un traitement pour soigner des maladies rares, parce que ça concerne moins de personnes, donc moins de personnes qui vont avoir recours aux médicaments, donc moins de personnes qui vont donner de l'argent au laboratoire. De même, il y a des maladies qui touchent par exemple, les populations dans les pays en voie de développement qui sont souvent des populations non solvables. Donc là, c'est pareil, les industries pharmaceutiques, elles peuvent être frileuses à investir de l'argent pour trouver des médicaments contre ces maladies. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour traiter ces maladies-là, hein. Il y a quand même des industries pharmaceutiques qui investissent une partie de leur recherche dans des programmes de ce type-là. Et puis, on a aussi les recherches académiques, donc les laboratoires de recherche publics, qui sont moins soumis à cette pression financière et qui ont plus de liberté dans le choix de la maladie à laquelle ils souhaitent s'attaquer. Donc ça, c'est pour le choix de la maladie. Après, une fois qu'on a choisi la maladie, on va choisir la cible. Il faut savoir que dans une maladie, il n'y a souvent pas qu'une seule cible, mais plusieurs. Et cette cible, elle appartient soit au malade, soit à l'organisme infectieux. Alors, j'en ai mis quelques-unes dans le carré rose, là. Ça peut être, par exemple, une enzyme. Alors, une enzyme, c'est une protéine qui catalyse une réaction. Ça peut être un récepteur. On peut schématiser comme un bouton qui va déclencher un événement. Ça peut être un canal membranaire. Un canal, souvent, c'est, comme son nom l'indique, un canal qui est inclus dans une membrane et puis qui va laisser passer des trucs à travers ce canal qu'on va pouvoir ouvrir ou fermer en fonction de la pathologie. Ça peut être de l'ADN, ça peut être plein de choses. Et puis, notre principe actif, il va avoir pour mission soit de restaurer le fonctionnement de la cible, et donc la clé va déverrouiller la serrure, c'est par exemple le cas des antidépresseurs, soit empêcher la cible de fonctionner, et dans ce cas, la clé va fermer le verrou. On pourrait citer ici l'exemple des antibiotiques. Alors, le principe actif, on va le vouloir le plus spécifique et le plus sélectif possible de la cible pour limiter les effets indésirables. On a dit, notre cible, c'est la serrure. Et le principe actif, c'est la clé. Donc, le but, c'est d'avoir la clé qui est la plus complémentaire possible de la serrure qu'on a à verrouiller ou à déverrouiller.
si notre clé, elle n'est pas assez spécifique ou pas assez sélective, elle va aller déverrouiller, certes, ou verrouiller la serrure qui nous intéresse, mais elle va aussi potentiellement aller ouvrir d'autres serrures. Et donc, ça peut être à l'origine d'effets indésirables. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Alors, après, tout est relatif. Il y a des effets indésirables qu'on va tolérer. Par exemple, s'ils ne sont pas graves par rapport à la maladie qu'on cherche à soigner, c'est ce qu'on appelle en pharmacie la balance bénéfice-risque. On considère que le bénéfice, il est plus important que le risque. Donc, on peut tolérer de voir apparaître un effet indésirable peu grave. En revanche, si on a un effet indésirable grave, le plus extrême étant la mort, on considère que le risque est supérieur au bénéfice et donc la molécule ne deviendra jamais un médicament. Donc, on a la maladie, on a notre cible. Maintenant, comment on va tester les molécules? Il va falloir choisir un test d'évaluation biologique. Et ce test, on ne va pas le choisir n'importe comment. Souvenez-vous, en début de programme, on a environ 10 000 molécules et c'est souvent même plus que ça à tester comme point de départ. Donc, il nous faut un système d'évaluation qui soit efficace. On va tester un très grand nombre de molécules, donc il faut que ce test il soit simple à mettre en œuvre, il faut qu'il soit rapide. Plus on a de molécules à tester, plus faut qu'il y ait du débit. Et puis surtout, il faut qu'il soit fiable, il faut que les résultats puissent être... faut qu'on puisse s'appuyer dessus, puisqu'on est en tout début de processus. Donc, si le test n'est pas fiable, on va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Alors, des fois, ce test, il existe déjà, et puis des fois, il faut le mettre au point. Donc, c'est ce qui rallonge encore le temps de cette phase de recherche. Donc, les tests, ils sont soit in vitro, soit in vivo. In vivo, c'est sur un modèle qui vit, donc un modèle animal. In vitro, c'est un modèle artificiel, entre guillemets. Et on donne toujours priorité au départ à l'in vitro. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est automatisable, donc on peut aller plus vite. Et puis, d'un point de vue éthique, les tests in vitro sont moins controversés que les tests in vivo. Ça n'empêche néanmoins que les tests in vivo, ils sont à un moment indispensable pour confirmer l'activité de la molécule et appréhender sa distribution dans l'organisme avant de l'administrer à l'homme. On aimerait beaucoup, dans l'industrie pharmaceutique, ne pas du tout avoir besoin des modèles in vivo. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a aucun test in vitro qui permette de remplacer l'in vivo. Donc, on est toujours, à un moment donné, obligé d'avoir recours aux modèles animaux. Donc, on a la maladie, on a la cible, on a le système d'évaluation. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et puis voir comment on fait pour découvrir un médicament. Donc, on passe à la phase 4 qui s'appelle la phase de hit discovery, donc découverte d'un hit, à savoir découverte d'une molécule qui possède une activité dans la maladie qu'on cherche à étudier. Donc, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est la technique ancestrale qui apparaît sur la diapo comme sérendipité, autrement dit le hasard. Alors aujourd'hui, c'est plus la technique privilégiée, on se fonde bien sûr sur des choses beaucoup plus rationnelles. Et puis on va avoir donc le drug design, sur lequel on va se pencher plus particulièrement. Et il y a une méthode alternative qu'on appelle le repositionnement de molécules. Le repositionnement, c'est utiliser un principe actif thérapeutique déjà sur le marché, mais dans une nouvelle indication. Soit ces propriétés biologiques sont déjà exploitées en thérapeutique et le seront à nouveau, mais dans une autre indication. Soit c'est des propriétés secondaires qui sont responsables d'effets indésirables dans l'indication pour laquelle la molécule est utilisée. Mais ces effets indésirables, ils vont peut-être avoir un intérêt dans d'autres pathologies et on va peut-être pouvoir les exploiter dans de nouvelles indications. Donc, pour illustrer ceci, je vous propose deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une molécule qui s'appelle le thalidomide, qui était utilisée dans les années 60 pour traiter les nausées de la femme enceinte.
Alors, ça marchait très bien dans les nausées de la femme enceinte. Le problème, c'est que ça provoquait des malformations fœtales sévères et ça donnait des enfants atteints de ce qu'on appelle la phocomélie, à savoir des enfants qui naissaient avec la main directement greffée sur le coude, donc des enfants sans avant-bras, voire sans bras du tout, donc la main directement reliée à l'épaule. Donc là, évidemment, la balance bénéfice-risque, elle est complètement défavorable. Il est hors de question à l'heure actuelle de continuer à utiliser le thalidomide pour traiter les nausées de la femme enceinte. En revanche, le thalidomide possède des propriétés anticancéreuses, donc il est toujours utilisé à l'heure actuelle, plus du tout pour traiter les nausées de la femme enceinte, mais pour traiter certains cancers, comme par exemple le myélome multiple. Un autre exemple qu'on pourrait citer ici, c'est celui de l'hydroxychloroquine. Alors, je ne vais pas vous parler de l'hydroxychloroquine dans le Covid, comme on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais d'utilisation avérée et reconnue de l'hydroxychloroquine à l'heure actuelle. Donc, au départ, l'hydroxychloroquine, c'est un antipaludique, à savoir que c'est une molécule qu'on utilisait pour traiter le paludisme, qui est une maladie parasitaire. Le problème, c'est que ce parasite a développé de nombreuses résistances à l'hydroxychloroquine, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment la molécule qu'on utilise pour traiter le paludisme parce qu'il y a trop de résistance. En revanche, on a montré que l'hydroxychloroquine avait des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, à l'heure actuelle, l'hydroxychloroquine, c'est utilisé dans certaines pathologies rhumatismales, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà 2 exemples qu'on peut citer, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est 2 parmi d'autres. Donc ça, c'est le repositionnement de molécules. Et puis, on va surtout parler, nous, aujourd'hui, de drug design, donc de design de médicaments. Alors, très souvent, pour designer du médicament, on utilise en amont du processus des outils chémo-informatiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à des études informatiques. On va se servir de l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle aussi des tests in silico. On a le de novo drug design et le drug design par fouille de chimiothèque. Et on va voir les deux et les différences entre les deux. Le de novo drug design, ça veut dire la conception de médicaments de novo. Ça veut dire concevoir un nouveau médicament depuis le tout début. Et puis, le drug design par fouille de chimiothèque, à l'inverse, ça va être chercher un médicament au sein d'une collection de molécules qui existent déjà. Donc, quand on fait du drug design de novo, ça veut dire qu'on va concevoir depuis le tout début un nouveau médicament de manière virtuelle. Et donc, qui dit conception virtuelle dit conception sur un ordinateur. Ce médicament, cette molécule, elle devra ensuite être synthétisée pour la voir en vrai et puis pour pouvoir la tester. Donc, cette conception par ordinateur, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Un des exemples de méthodes dont on peut se servir, c'est ce qu'on appelle le docking, qui est du drug design basé sur la cible. Donc, si je reprends mon modèle de clé serrure, on a ici notre serrure, donc, qui est la cible. Grâce à l'ordinateur, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la serrure. Là, on voit une clé dans une serrure et puis on voit que la clé, elle épouse parfaitement la serrure. C'est ce qu'on voit ici. Et ce qu'on va chercher quand on fait du drug design de novo, quand on fait du docking, c'est de concevoir cette clé ici qui va parfaitement épouser les poches qu'on a dans la serrure. Donc ça, c'est l'image de la clé dans la serrure. Ça, c'est une image plus réelle de ce qui se passe sur un écran quand on cherche à concevoir des médicaments. Donc, on a ce que vous voyez au milieu, là, en bleu, c'est une structure chimique d'une molécule. Et puis, on a derrière ce qu'on voit en grisé, avec des hélices vertes et bleues. Ça, c'est la structure de la cible, la structure de la protéine. Et puis, comme dans le système de la serrure, il y a des poches. Et puis, donc, on va chercher à avoir une molécule qui épouse le plus parfaitement possible cette poche pour espérer avoir une molécule la plus complémentaire possible de la cible et donc la plus active possible.
Donc ça, c'est le drug design de novo, c'est concevoir une molécule complètement nouvelle, une molécule qui n'a jamais été synthétisée, qui existe nulle part. En parallèle, on a également le drug design par fouille de chimiothèque. Donc là, ça va être aller chercher une molécule au sein d'une chimiothèque, c'est-à-dire d'une banque de molécules qui existe déjà. Et ça, on peut aller chercher soit virtuellement, soit ça se fait directement. Et ensuite, on va tester les molécules avec notre test d'évaluation biologique qu'on a précédemment mis au point. Donc, les chimiothèques, elles jouent un rôle essentiel dans la découverte des nouveaux médicaments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chimiothèque? Donc, une chimiothèque, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'au lieu d'avoir des livres dans la bibliothèque, eh ben, on a des molécules. Alors, visuellement, c'est un peu moins joli qu'une bibliothèque, donc ça ressemble à des grandes armoires, et puis quand on ouvre ces grandes armoires, on a des piluliers avec des molécules chimiques dedans. Ça, c'est une autre image de chimiothèque, ça c'est des piluliers qui contiennent des molécules qui appartiennent au CERN, donc au laboratoire auquel j'appartiens. Donc une chimiothèque, c'est une banque de molécules diverses qui ont des structures variables. Plus une chimiothèque est diverse, mieux c'est. Dedans, il y a des produits de synthèse, il peut y avoir aussi des produits naturels. Et puis tout ça, c'est couplé à un système de gestion informatique pour savoir quel produit est où et puis quel test on a fait pour évaluer ces molécules. Pour vous donner un ordre de grandeur, la chimiothèque du CERN, donc notre laboratoire, elle fait à peu près 19 000 molécules. Le CERN, on est un laboratoire de recherche public et on appartient à ce qu'on appelle la chimiothèque nationale, qui, en fait, la chimiothèque nationale, c'est la chimiothèque de tous les laboratoires de recherche publics qui ont envie d'y adhérer. Personne n'est obligé d'adhérer à la chimiothèque nationale, mais tous les chimistes qui font de la chimie et qui ont envie de mettre leurs molécules dans une chimiothèque, et s'ils sont dans un laboratoire académique, peuvent adhérer à la chimiothèque nationale et on a à peu près 80 000 molécules. Et puis donc pour comparer, on a les chiffres approximatifs, c'est pas toujours facile d'avoir accès à ces données-là, de la chimiothèque de Sanofi. Donc Sanofi, c'est le plus grand laboratoire pharmaceutique français qui a une chimiothèque de plus d'1 million de molécules avec un coût estimé à environ 30 millions d'euros. Et donc une chimiothèque, à quoi ça sert? Donc ça sert premièrement à conserver le patrimoine chimique d'un laboratoire. Souvenez-vous, on a dit que pour 10 000 molécules au départ, on a un médicament. Et ça, c'est quand ça fonctionne, parce qu'il y a aussi plein de programmes de recherche qui n'y arrivent jamais jusqu'au stade du médicament. Donc, 10 000 molécules pour un médicament, qu'est-ce qu'on fait des 9 999 autres? Est-ce qu'on les laisse dans un coin et qu'on ne s'en sert plus? Eh bien, l'idée des chimiothèques, c'est justement de pouvoir les centraliser dans un endroit et puis de pouvoir donc valoriser ce patrimoine pour lui donner une deuxième vie. Donc peut-être que dans les 9 999 molécules qui faisaient partie d'un programme de recherche pour trouver un anticancéreux, peut-être que dedans, il y a une molécule qui n'avait pas du tout d'activité anticancéreuse, mais qui, dans un deuxième programme de recherche, par exemple pour traiter la maladie d'Alzheimer, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc ça permet de donner une deuxième vie à des molécules qui existent déjà. Quelle que soit la démarche de drug design qu'on emploie, le but, c'est d'obtenir un hit, donc une molécule qui possède une activité, qu'on va ensuite moduler chimiquement pour obtenir un lead, à savoir une molécule plus puissante et plus sélective. Et donc, pour faire ça, on passe à la phase 5 qui s'appelle le hit-to-lead chemistry, donc la chimie pour passer du hit au lead. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser par pharmacomodulation les propriétés pharmacodynamiques des hits. En gros, ça veut dire moduler la structure chimique de la molécule pour la rendre plus active. Donc ça se passe dans un laboratoire de chimie et ça fait intervenir des chimistes. Donc voici une image d'un laboratoire de chimie du CERN.
donc avec tout l'équipement nécessaire, que ce soit l'équipement nécessaire pour faire les synthèses et pour que tout le monde travaille en sécurité. Donc, par exemple, ici, on a 4 postes. C'est les 4 hôtes qu'on voit ici. Et puis, il y a tout le matériel nécessaire pour réaliser la synthèse des principes actifs. Alors, il faut savoir que pour faire ce genre de synthèse, hein, il n'y a pas besoin d'être un chercheur dans un laboratoire. C'est des synthèses qu'on peut appréhender très tôt. Enfin, c'est relatif, mais très tôt par rapport au nombre d'études qu'il faut pour devenir chercheur. Ça, c'est par exemple une image d'une étudiante en 2e année de pharmacie dans une salle de TP de la faculté, qui est en train de faire une synthèse d'un médicament. Donc, il y a des étudiants qui, dès leur 2e année de fac, savent se servir de tout ce matériel qui nous sert, nous, dans les laboratoires de recherche, à faire des nouvelles molécules. Et puis alors, comment on s'y prend pour faire cette phase de heat-to-lead chemistry? Alors, bien sûr, pas n'importe comment. On a des stratégies pour aller vers la molécule la plus efficace le plus rapidement possible. Donc, on va voir 2 exemples de stratégies. La stratégie de Structure-Based Drug Design, la conception de médicaments basés sur la structure, et le Fragment-Based Drug Design, la conception de médicaments basés sur les fragments. Alors, c'est peut-être la diapositive la plus compliquée de mon diaporama, donc celle où je vous demanderai peut-être d'être le plus attentif pour bien suivre. Donc, tout d'abord, le Structure-Based Drug Design, c'est quand on est allé chercher un hit à l'issue d'un criblage, donc à l'issue d'une fouille de chimiothèque, et puis on va moduler pas à pas la structure chimique de la molécule pour augmenter son activité. Voici un exemple de Structure-Based Drug Design, donc qui a permis à l'obtention d'une molécule, alors peu importe son nom, commercialisée par le laboratoire AbbVie, inhibitrice de la protéine MCL1. Donc, peu importe, c'est une protéine impliquée dans le cancer, donc on va chercher à... Ici, c'est un programme qui visait à obtenir un anticancéreux. Alors, même si on n'a pas de grandes notions en chimie, si on regarde les 3 structures qu'on voit sur la diapositive en bas, on voit qu'on a un élément en bleu qui est conservé. Et puis, on voit qu'on a ajouté ou modifié, au fur et à mesure des étapes, des choses sur cette molécule. On regarde la première molécule et là, un groupement en haut, et puis si on regarde la dernière, on en a plusieurs un peu partout. Pour savoir si une molécule a une affinité pour sa cible, et donc potentiellement une activité, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle, c'est la dernière ligne en bas, là, c'est ce qu'on appelle le KI, la constante d'inhibition. Et vous voyez qu'il y a un chiffre à côté des KI. Alors, ce n'est pas vraiment le chiffre qui est important, ce qui est important, c'est ce qui est en rouge. Ici, on voit en rouge, c'est micro-m, ça veut dire micromolaire, et là, nm pour nanomolaire. Un KI actif à l'ordre du micromolaire, ça veut dire, alors c'est une unité, ça veut dire que on a besoin d'en mettre une dose d'un ordre de grandeur de 10-6. Ça, c'est la molécule de départ. La molécule d'arrivée, avec un KI de l'ordre du nanomolaire, ça veut dire que pour avoir la même activité, on en met une dose qui est de l'ordre de 10-9. Donc 10-6 versus 10-9, il y a un écart de 1000. Ça veut dire que pour avoir la même activité, il y aura besoin de mettre 1000 fois moins de la molécule d'arrivée par rapport à la molécule de départ. Ça veut dire que la molécule d'arrivée, elle est 1000 fois plus active que la molécule de départ. Le KI, plus il est petit et plus la molécule est active. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des KI les plus petits possibles, les plus affins possibles pour la cible. Donc ça, c'est le Structure-Based Drug Design. Et puis, on a aussi le Fragment-Based Drug Design. Alors,
On est assisté par ordinateur ou pas. Des fois, on a la chance d'avoir des modèles qui nous permettent de nous aider pour faire ça. Des fois, on ne les a pas. En Fragment-Based Drug Design, on va cribler des fragments. Et les fragments, c'est des petites molécules qui ont une affinité encore plus faible pour la cible. Là, on est de l'ordre du millimolaire. Millimolaire, c'est 10-3. 10-3, tout à l'heure, la première molécule, elle était au micromolaire, donc qui était 10-6. Donc là, on a des molécules qui sont encore 1000 fois moins actives que la molécule de départ en structure-based drug design. Et ce qu'on va faire, c'est optimiser pour augmenter l'affinité et avoir une activité pour la cible. Donc, si on regarde ça avec un schéma, au départ, on ne part pas d'une librairie de molécules, mais d'une librairie de fragments. Alors, on voit des petits fragments, là, ici. On va les cribler sur la cible. Donc, la cible, c'est l'intérieur de notre serrure. C'est ce qui apparaît en jaune, ici. Et puis, on va cribler les fragments sur la cible. Et puis, on voit, par exemple, donc sur notre cible, ici, on a un fragment, le fragment violet, qui a une affinité dans la poche, ici, du milieu. Le fragment vert, il a une affinité dans la première poche, et puis le fragment bleu, il a une affinité dans la poche du bas. Donc, quand on fait du fragment-based drug design, ce qu'on va faire, c'est vouloir optimiser l'affinité des fragments. Et puis, alors, ce qu'on va faire, c'est soit faire grandir les fragments. Donc, si on repart du fragment vert qu'on voit sur l'image du milieu, on a notre fragment vert, et puis on va y accrocher des petits morceaux. Et le but, c'est de venir occuper un maximum de poches dans la cible pour augmenter l'affinité. On a aussi le fragment linking, donc ça veut dire faire, relier des fragments entre eux. Donc, par exemple, on avait le fragment vert qui avait une affinité pour la poche du haut, le fragment bleu qui a une affinité pour la poche du bas. Et bien, dans la démarche de fragment linking, on va les accrocher entre eux pour avoir une molécule plus active. Et puis, on a le fragment merging, donc la fusion de fragments. Et là, par exemple, on voit qu'on va fusionner le fragment vert avec le fragment violet pour avoir quelque chose de plus efficace. Si on voit ça avec des structures, donc là, c'est l'exemple d'une autre molécule qui était destinée à inhiber la protéine MCL1. Eh ben, on a utilisé dans la première étape la stratégie de fragment merging. Donc, on a fusionné le fragment vert et le fragment violet. Et puis, on voit qu'au départ, on a deux fragments avec une affinité au micromolaire, donc 10-6. Et qu'en les fusionnant, on arrive à avoir une molécule avec une affinité de l'ordre du nanomolaire, donc une affinité 1000 fois plus petite. Donc, rien qu'en fusionnant ces deux fragments, donc en utilisant cette stratégie ici, on a des molécules 1000 fois plus actives. Donc, puis dans ce programme-là, il y a eu d'autres étapes pour obtenir le lead terminal encore plus efficace. Quelle que soit la stratégie qu'on utilise, l'objectif, c'est de dégager nos fameuses relations entre la structure et l'activité. À l'issue des travaux de pharmacomodulation, on a obtenu une librairie de molécules qui ont des affinités structurales. Elles se ressemblent puisqu'on a modulé la structure pas à pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comparer la structure des molécules de la librairie avec leur activité respective. Et comme ça, on va pouvoir déterminer les parties de la molécule qui sont indispensables à l'activité, quel rôle elles jouent dans l'activité. Si on prend un exemple, par exemple, la ciprofloxacine. La ciprofloxacine, c'est un médicament qui existe, c'est un médicament qui est mis sur le marché, quelque chose que vous pouvez retrouver dans vos pharmacies. C'est un antibiotique qui appartient à la classe des fluoroquinolones. Actuellement, en France, il y a 7 molécules de la classe des fluoroquinolones qui possèdent une autorisation de mise sur le marché. Alors, il n'y en a que 7 avec une AMM, mais on en a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de composés qui ont été synthétisés, ce qui nous a permis, en les comparant, d'établir ces fameuses RSA. Et si on prend l'exemple de la ciprofloxacine, donc voilà sa structure, en comparant toutes les structures des fluoroquinolones, eh ben, on arrive à voir que la partie en rose ici de la molécule, elle est indispensable à l'activité. L'atome de fluor qu'on voit ici en orange sur la position 6, elle permet d'augmenter la puissance d'action. Il ne faut rien mettre
en position 2 ou en position 5, sinon on perd l'activité ou on voit apparaître de la toxicité. Que les groupements qui apparaissent en bleu en position 7 et en position 1 permettent d'avoir un antibiotique qui est actif sur plus de bactéries, donc d'élargir ce qu'on appelle son spectre antibactérien, et puis qu'en plus, ce petit groupement qui a en position 1 sur l'atome d'azote permet à la molécule d'avoir une bonne distribution dans l'organisme. Alors ça, c'est l'activité, et en parallèle, il ne faut pas oublier d'évaluer la toxicité. Ce n'est pas le tout d'avoir une molécule super active, il ne faut pas qu'elle soit toxique pour un organisme. L'eau de Javel, ça tue 99,9% des bactéries. Ce n'est pas pour autant que avaler un flacon d'eau de Javel, ça va permettre de guérir une infection bactérienne, hein, puisque on aurait une toxicité qui serait totalement inacceptable. Donc, il faut une molécule active, mais il faut une molécule pas trop toxique. Donc, dans l'idéal, on veut un lead très actif et peu toxique. Et puis, avoir une idée de la toxicité de la molécule, ça permet aussi d'anticiper de manière précoce les effets indésirables du candidat médicament et donc d'appréhender cette fameuse balance bénéfice-risque. Donc, par exemple, et là, ce qu'on va faire, donc du coup, c'est plus établir des relations structure-activité, mais des relations structure-toxicité. Et si on se rend compte de manière précoce que notre molécule est trop toxique, eh ben, on va la remoduler, on va changer sa structure chimique pour essayer de la rendre moins toxique. Donc, on peut par exemple évaluer la cytotoxicité, c'est la toxicité globale d'une molécule sur une cellule saine. On peut regarder la mutagénicité, ça permet de savoir si une molécule peut provoquer des dommages sur l'ADN. Et donc, provoquer des dommages sur l'ADN, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche trop à avoir, puisque ça peut potentiellement à long terme provoquer des effets indésirables comme les cancers. On peut aussi, de manière assez précoce, avoir accès à la cardiotoxicité et ça permet de savoir si un médicament pourrait potentiellement provoquer des troubles du rythme cardiaque. Alors ça, c'est 3 exemples, mais en fonction de la maladie à laquelle on s'intéresse et de la structure des molécules, on a tout un tas de toxicités qu'on va pouvoir évaluer de manière assez précoce. Donc, on a notre molécule, notre lead qui est actif, qui est peu toxique, mais pour autant, ça ne suffit pas pour obtenir un médicament. Pour qu'une molécule soit un médicament, il faut qu'elle puisse atteindre sa cible. Une molécule active contre Alzheimer, il faut qu'elle puisse aller dans le cerveau. Si elle est active sur des neurones in vitro, mais quand on administre un organisme, elle n'arrive jamais dans le cerveau, il y a très peu de chances que la molécule puisse devenir un jour un médicament pour traiter Alzheimer. Et donc, l'appréhension de tous ces paramètres, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament dans l'organisme une fois qu'il a été administré. C'est en gros tout ce qui se passe entre le moment où il est administré et le moment où il atteint sa cible, puis une fois qu'il a agi, la façon dont il est éliminé. Et donc, il y a 4 grandes étapes dans la pharmacocinétique qu'on connaît sous l'acronyme ADME. A pour absorption, D pour distribution, M pour métabolisme et E pour élimination. Donc, si on regarde ça sur un schéma, donc là, vous avez un schéma d'un humain qui prend son médicament par voie orale, donc par la bouche. Donc, la première étape, ça va être l'absorption, comment il pénètre dans l'organisme. Ensuite, il va y avoir la distribution, comment il se distribue dans tout l'organisme. Après, il va aller agir sur sa cible. Ensuite, il va être décomposé par le foie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et ensuite, il va être éliminé. Alors, il y a certains de ces paramètres pharmacocinétiques qu'on va pouvoir évaluer de manière assez précoce grâce à des tests in vitro. Et donc, ces études, elles vont être incluses dans la phase de recherche, dans la phase de drug discovery. Et puis, il y en a d'autres qui vont nécessiter le recours à des modèles animaux, par exemple la distribution. La manière dont le médicament se distribue dans l'organisme, ça, on ne sait pas faire pour le moment avec des tests vitro. On a nécessairement recours à un modèle animal. De manière assez précoce, on va pouvoir évaluer notamment le passage des membranes, donc ça fait partie de l'absorption, et le métabolisme, ici. Et on va voir l'exemple de ces 2 paramètres.
On peut évaluer de manière précoce le passage des membranes, et ça va permettre par exemple de savoir si un médicament sera absorbé par voie orale, s'il va pouvoir passer la barrière du tube digestif. Si on veut faire un médicament qu'on administre par voie orale, il faut qu'à un moment, il puisse passer du tube digestif vers le sang. S'il ne passe pas la barrière du tube digestif, si la cible n'est pas dans le tube digestif, il y a peu de chances que le médicament ne va pas pouvoir agir. Si on fait un zoom sur la paroi de notre tube digestif est constitué de cellules, et donc le médicament va devoir passer à travers la paroi de ces cellules. Donc voici de manière très simplifiée une représentation schématique d'une membrane cellulaire. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qu'on voit en bleu, donc les petites boules là, bleues avec des petites queues comme ça, qui sont organisées, on appelle ça en bicouches. Ce sont des phospholipides, donc une couche lipidique. Et puis les médicaments, donc pour pouvoir accéder au compartiment sanguin, ils vont devoir passer à travers cette couche de lipides. Donc ce qu'on va faire in vitro de manière précoce, c'est essayer de reproduire cette membrane artificiellement avec un filtre. Et puis, on va avoir donc, par exemple, le modèle Pampa, qui est un modèle qui va utiliser un filtre lipidique qui ressemble à la membrane d'une cellule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre molécule à tester dans le compartiment donneur, et puis on va, au cours du temps, doser ce qu'on récupère dans le compartiment accepteur. Si on récupère quelque chose, c'est que la molécule passe, et l'idée, c'est que on en récupère le plus possible. Et puis, si ça ne passe pas du tout, c'est que la molécule, elle ne passe pas la membrane des cellules. Et donc, si ça ne passe pas, on retourne au laboratoire de chimie pour moduler sa structure, pour faire en sorte qu'elle puisse passer. Hop, voilà. Un autre paramètre qu'on peut appréhender de manière assez précoce, c'est également le métabolisme. Le métabolisme, c'est la manière dont le foie va décomposer le médicament. Alors, le métabolisme, il est principalement donc réalisé par le foie, par des enzymes. Et en fait, ces enzymes, elles vont faire des réactions chimiques. Et oui, la chimie est partout, même au sein de nos organismes, pour dégrader le médicament. Le métabolisme, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Notre foie, il est là, lui, un médicament, c'est une substance étrangère. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est quelque chose qu'il va falloir détruire pour l'éliminer. Le foie, il ne fait pas la différence entre un médicament qui est là pour apporter un bénéfice à l'organisme et un poison qui causerait des dommages. Lui, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est quelque chose qu'il va vouloir détruire pour l'éliminer. Donc, pour faire ça, donc, on a nos fameuses enzymes. Et éliminer une molécule, ça se fait soit par le rein, via l'urine, soit dans les selles. Et l'urine, c'est majoritairement constitué d'eau. Donc, un des grands rôles du foie, ça va être de transformer notre médicament en quelque chose qui soit soluble dans l'eau et donc qui puisse être facilement éliminé. Donc, pour étudier le métabolisme de manière assez précoce, on peut étudier un modèle expérimental qu'on appelle les microsomes hépatiques. Les microsomes hépatiques, ça ressemble à ça de manière schématique. Donc, c'est une vésicule qui est constituée de phospholipides, les mêmes phospholipides qui constituent la membrane des cellules, dans laquelle on a intégré ces enzymes qui sont responsables du métabolisme. Et voilà ce que ça donne avec un exemple. Donc, si on reprend notre molécule d'antibiotique, la ciprofloxacine qu'on a vue tout à l'heure, et qu'on la met en présence de microsomes hépatiques, on s'aperçoit que le métabolisme, il a essentiellement lieu sur la partie qui est encadrée en rose sur la molécule. Et donc, quand on met la ciprofloxacine en présence de ces microsomes, on obtient ce qu'on appelle des métabolites qui ont différentes structures. Je ne vais pas rentrer dans le détail des structures chimiques qu'on obtient, mais on voit qu'il y a des réactions chimiques qui sont effectivement essentiellement réalisées sur cette partie de la molécule. Que la molécule soit métabolisée,
c'est même également plutôt une bonne chose. Quand on administre un médicament, on n'a pas envie qu'il reste des jours, des semaines, des années dans notre organisme. On a envie qu'il soit dégradé, mais qu'il soit pour être éliminé. Par contre, ce qui va être important, c'est le temps au bout duquel il est métabolisé. Si la molécule est métabolisée trop vite, elle n'aura pas le temps d'atteindre sa cible et donc d'exercer son activité. Donc, si cette molécule est métabolisée trop vite, eh ben, on retourne au laboratoire pour moduler sa structure, pour faire en sorte qu'elle soit plus stable vis-à-vis des microsomes hépatiques. Donc, voilà ce qui se passe dans la phase de recherche et on comprend pourquoi ça prend autant de temps. Donc, à l'issue de cette phase de recherche, on a obtenu un lead qui va pouvoir rentrer dans la phase de développement préclinique. Donc là, on va l'évaluer sur des modèles animaux, on va faire des tests vivo, on va évaluer l'activité et la toxicité pour s'assurer qu'on a une molécule avec une sécurité satisfaisante avant de passer à la phase suivante. Donc la phase suivante, c'est la phase des essais cliniques. Donc ça, c'est des essais qu'on réalise chez l'homme. Chez l'homme, d'abord chez des volontaires sains et ensuite chez des patients malades. Et puis, au fur et à mesure des phases, on va augmenter la cohorte de personnes sur lesquelles on va tester le médicament. Alors, on va tester tout un tas de paramètres. On va vérifier, bien sûr, l'activité, la toxicité, définir la dose, la posologie, la voie d'administration, etc. Enfin, tout un tas de choses qu'on va renseigner dans un dossier d'AMM qui est déposé par le laboratoire pharmaceutique. Ce dossier, il va être étudié par les instances sanitaires et si on a le feu vert, le médicament va obtenir son autorisation de mise sur le marché et donc va pouvoir être prescrit par les médecins et vous allez pouvoir le retrouver dispensé dans les pharmacies. Donc, vous avez vu l'image qu'on peut se faire du chercheur un peu fou qui travaille tout seul dans son laboratoire. Elle est maintenant aujourd'hui complètement révolue. Et en fait, on travaille, donc le travail de recherche, c'est un travail d'équipe. Donc voilà l'équipe du CERM. Donc moi, ma spécialité, c'est la chimie médicinale, donc dégager des relations structure-activité. Si on me demande de faire les études de docking, j'en suis complètement incapable. Donc j'ai par contre la chance d'avoir au sein du CERM des personnes dont c'est la spécialité et avec qui je peux collaborer. De même que je ne suis pas capable de réaliser un test PAMPA, même si fort heureusement j'arrive à en interpréter les résultats. Mais c'est pareil, il y a des chercheurs au CERM dont c'est la spécialité et donc on travaille tous ensemble pour essayer de concevoir les médicaments de demain. Et donc, je prendrai encore 3 minutes pour vous parler d'un projet du laboratoire. C'est plutôt un projet qui a été porté par des jeunes chercheurs du laboratoire, hein, on les voit ici sur la photo, qui ont gagné l'année dernière le concours Tête chercheuse, le prix du musée Schlumberger, avec leur projet Drugbox, qui est un outil de vulgarisation de la recherche de nouveaux médicaments. Donc, la Drugbox, c'est un outil qui se développe en 3 packs qui permettent de se mettre dans la peau d'une personne qui veut découvrir un nouveau médicament. Il y a d'abord une application qu'on télécharge sur smartphone qui permet d'appréhender le travail de recherche en informatique. Après, on a une deuxième boîte qui permet de se mettre dans la peau du chercheur en chimie et du biologiste avec une paillasse amovible et puis des boîtes de puzzle qui permettent de construire le médicament. Et puis une troisième boîte qui permet de chercher la meilleure voie d'administration pour le médicament. Par exemple, une gélule pour de la voie orale ou une pommade ou un injectable. Donc vraiment d'appréhender dans sa globalité la découverte du médicament. Donc nos jeunes chercheurs, ils sont présents donc en Normandie sur différents ateliers, enfin différentes manifestations pour présenter leur Drugbox. Donc, ils ont notamment participé à la Fête de la Science cet automne. Ils étaient en début du mois à l'Atrium de Rouen. Et puis, leur prochain rendez-vous, c'est sur le campus 1 de l'Université de Caen, dans le cadre de Décoliscience. Donc, c'est le 1er juin. Et puis, il y a plein d'autres événements programmés. Donc, si vous avez envie de venir les voir, si vous êtes de passage en Normandie, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'eux. Ils seront ravis de vous présenter leur Drugbox. Donc, je m'arrête ici.
Et puis, Oh non. je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds volontiers. Super présentation, hein. Merci beaucoup, c'était super. Ah bah, tant mieux. Oui, je pense que ça exprime exactement tout ce qu'on pense de cette présentation qui était vraiment très complète, claire pour les nuls en tout cas, personnellement, je suis sur ce genre de choses. Il y avait des petites notions que j'avais, mais ça apporte énormément. Donc, un très, très grand merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, sachant qu'on ne reste quasiment plus de temps. Ouais, j'étais un peu longue. Non, mais c'est pas grave, Désolée. c'était hyper complet. Donc, au final, tu as répondu à toutes les questions en amont de leur arrivée. Et puis, cette petite Dropbox a l'air fort sympathique. Bon, quand c'est pas tout à fait tout près d'Amiens, mais c'est quand même une bonne. Enfin, on va voir comment on peut faire un lien pour faire découvrir. Je pense aux jeunes, c'est vraiment important. Bah, puis ça passe bien auprès des manifestations dans lesquelles ils interviennent. Donc là, ils sont encore en phase de développement. Ils ont gagné l'année dernière des sous pour développer leur outil. Donc, ils sont encore à la version de prototype. Mais ouais, l'idée, c'est d'en faire vraiment un outil qu'on puisse emmener avec nous partout pour faire découvrir la conception des médicaments à un public large. Ah, je vois une main levée. Donc, je laisse la parole à Johanna Giovannini. Oui, en fait, c'est Stéphane Bach, je travaille avec Johanna. Bonjour, Charline. Désolée, moi je lis ce que je vois sur mon écran. Oui, mais vous avez raison. Donc, j'emprunte l'ordinateur de Johanna pour poser une question à Charline. Tout à fait. Donc, merci Charline pour la présentation très, très claire et vraiment, on a appris plein de choses. Et moi, j'avais une question à te poser sur quelque chose qui, moi, m'intéresse depuis pas mal de temps et qui... Bon, j'essaie de rester optimiste, mais c'est au sujet d'Alzheimer. Quelles sont les pistes un petit peu récentes de nouvelles cibles, voire approches, parce que c'est un peu, j'imagine, que ça n'avance pas autant ce qu'on pourrait espérer. C'est complexe comme question, Stéphane, c'est pas un cadeau. Ouais, je sais, c'est pas un cadeau. En plus, c'est pas. Alors, ça fait partie des axes prioritaires de recherche du CERN, mais pas forcément le mien. Donc, je vais pas forcément te donner la réponse la plus pertinente, mais je vais essayer. Effectivement, Alzheimer en ce moment, on entend beaucoup de choses parce que il y a notamment, il y avait la piste d'agrégation de protéines qui était plutôt sur le devant, qui est de plus en plus controversée. Alors, avec toujours ses partisans et puis ses détracteurs, on va dire. En fait, c'est tellement multifactoriel que même si la théorie de l'agrégation elle est remise en question à l'heure actuelle, les autres pistes continuent à être explorées. Alors, je ne pourrais pas t'en dire. Je sais qu'on a des programmes de recherche sur les récepteurs sérotoninergiques qui sont prometteurs. Après, voilà, en dehors de ça, je peux pas t'en dire beaucoup plus, malheureusement. Tu poseras la question à Patrick Dallemagne, il pourra t'en dire plus. D'accord, merci Charline. En fait, c'est vrai, sur les agrégats, il y a un produit là, qui s'est cassé la figure. Ça a coûté 3,5 milliards, je crois, de dollars à Eli Lilly sur justement ces agrégats. Il y a eu aussi des histoires de fraude aux résultats, ce qui est quand même un problème d'intégrité scientifique. Là, donc, on est un peu perdu, c'est vrai. Hein. L'espoir fait vivre et nous fait travailler, entre guillemets. Alzheimer, c'est complexe. Hein. Ce n'est pas la maladie la plus simple à laquelle s'attaquer. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Charline. Et puis, bien le bonjour de Roscoff. Hein. Bien le bonjour de Caen. Je pense qu'on va s'arrêter là si on veut respecter le principe du dernier mardi du mois. En tout cas, un très, 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 très grand merci parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. Donc, on est d'accord que c'est conférence grand public. On peut le mettre sur notre chaîne YouTube. Ah oui, bien sûr.
Non, mais je préfère redemander par Pas de problème. Ça marche. Ben, un très, très grand merci. Et puis, je vous dis à tous à rendez-vous donc le mois prochain. Vous recevrez par mail et puis il y aura sur le compte LinkedIn la thématique du prochain dernier mardi du mois. À bientôt.